Nickel. Alors moi, je vais vous présenter le lien, qui est un nouveau dispositif pour accompagner la parentalité des personnes déficientes visuelles. Donc, je voulais juste vous rappeler brièvement le cadre législatif dans lequel on évolue sur ce sujet-là. Donc la loi de 2005 qui a défini l'égalité des chances, la pleine participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Le plan périnatalité 2005-2007 qui est posé comme principe l'accompagnement et l'information spécifique et adaptée des personnes en situation de handicap à la maternité. Et le plan 2008-2011 qui donnait comme principe une intégration pleine et entière des personnes aveugles et malvoyantes à la vie de la cité. Donc ça, évidemment, c'est les cadres définis par le législateur. On va voir qu'au niveau local, c'est autre chose. Donc, si on prend la région Auvergne, la région sur laquelle le Centre Auvergne-Basse Vision intervient, on a un service ressources au sein de l'Institut de périculture de Paris, donc le SAPPH, qui est unique en France. Il y a quelques initiatives en région qu'on peut citer, comme le Centre Papillon à Bordeaux, à Strasbourg également, mais globalement, ça reste le seul service ressources pour les régions. Et encore, puisque l'ARS de l'Île-de-France leur a demandé de voir uniquement leurs patients. Donc le SAPPH, c'est le service d'accompagnement des personnes, de la parentalité des personnes handicapées. Jusque-là, donc en Auvergne, il y avait quelques adaptations et conseils qui étaient délivrés par Régine Gannot, qui est l'ancienne orthoptiste du SAFEB du CRDV. Je vous apprends pas grand-chose. Et ces adaptations et conseils, elles étaient évidemment délivrées aux personnes qui se faisaient connaître, donc très peu de personnes évidemment. Il n'y avait pas de solution sur notre territoire d'intervention et les personnes déficientes visuelles restent entre le tabou et le renoncement dans leur désir d'enfant ou alors poursuivent mais le font seuls. Donc on fait face à des situations critiques qui sont parfois mal évaluées. Et c'est justement une de ces situations qui a été le point de départ de ce projet, car face aux difficultés rencontrées par une maman déficiente visuelle que l'on accompagnait, notre équipe a souhaité mieux accompagner la parentalité au sein du service. Donc cette maman, en fait, elle a 2 enfants et elle a pas mal de services qui interviennent au quotidien à son domicile. Et à la faveur d'un changement de personnel, cette maman a été inquiétée par une information préoccupante par une nouvelle intervenante qui a décidé de réunir tous les acteurs, tous, sauf Auvergne-Basse Vision, puisqu'elle n'était pas au courant que nous intervenions auprès de cette maman. Et donc, j'ai contacté cette personne a posteriori au téléphone, puisqu'on était sur la ville de Moulins, moi je pouvais pas forcément me déplacer directement, mais je l'ai eu au téléphone, elle m'a dit « mais moi, la déficience visuelle, je n'y connais rien du tout ». Alors là, on se retrouve un petit peu choqué face à cette action. On lui dit quand même, vous avez peut-être été un tout petit peu loin pour quelqu'un qui connaît pas justement la déficience visuelle et ses conséquences. Et donc, c'est vraiment ce qui a mobilisé toute l'équipe d'Auvergne-Basse Vision à vouloir se former. Et donc, on a orienté notre formation professionnelle en équipe. On a pris contact avec Edith Twey, qui est donc l'ancienne directrice du SAPPH. Et elle nous a concocté un programme de formation spécifique qui maintenant d'ailleurs fait partie du catalogue de formation de la FISAF. Donc une formation sur 2 semaines, une semaine dédiée au développement de l'enfant. L'objectif, c'était vraiment de donner à toute l'équipe une légitimité dans les échanges avec les différents interlocuteurs du futur réseau d'accompagnement et une semaine dédiée à l'accompagnement à la parentalité pour connaître le matériel adapté et les techniques de compensation spécifiques à la déficience visuelle qui ont déjà été testées et mises en place avec les parents déficients visuels au SAPPH à Paris, sachant que la première maman a été accueillie en 1987 par Edith, et donc il y a un certain recul et une certaine pratique. Et donc on a pu bénéficier de toute cette expérience. Donc suite à la formation, on était toujours aussi motivés, donc on a fait une demande de subvention en déposant un dossier auprès de la Fondation de France, un dossier qui a été retenu et qui nous a permis donc d'avoir des financements pour l'aménagement de la salle dédiée aux liens,
et aussi un financement pour les futures formations professionnelles. Donc la formation qui va bientôt débuter sur la passation de l'échelle de Brazelton et une formation en DU pour le psychologue en psychopathologie et prévention auprès du bébé et de sa famille. Donc on a pu aménager la salle qui est donc la salle 104 qui se trouve proche de la plateforme handicap rare. C'était un souhait pour pouvoir développer le projet à l'avenir, c'est-à-dire que pour l'instant, on veut accompagner les parents qui sont déficients visuels, mais notre souhait, c'est de pouvoir à l'avenir accompagner tous les handicaps. Donc on a fait une salle adaptée avec par exemple un plan allongé qui est réglable en hauteur électriquement et tout est prévu pour le handicap moteur également. Donc dans la construction du projet, tout le monde s'est impliqué et même les patients d'Auvergne Basse Vision ont souhaité participer par exemple au montage des meubles. Là on voit une séance avec l'ergothérapeute d'activité manuelle avec comme thème donc le bricolage parce que nos patients c'est en moyenne d'âge à peu près 60 ans. Donc c'est aussi des grands-parents et c'est un thème qui les a vraiment mobilisés et intéressés. Alors, je vous ai mis quelques photos de cette salle. Donc, avec un côté jeu et lecture adaptée que l'on peut partager entre voyants et malvoyants ou non-voyants. Et une deuxième photo qui vous montre le côté plutôt puériculture, où on va pouvoir justement apprendre les bons gestes et les bonnes techniques. Alors maintenant, je vais vous décrire un petit peu plus le dispositif d'accompagnement. Donc tout d'abord, pourquoi avoir choisi comme nom le lien? Parce qu'on a pas mal réfléchi quand même. Le lien, c'est ce qui unit deux ou plusieurs personnes et qui établit entre elles des relations d'ordre social, moral ou affectif. Et justement, dans ce service d'accompagnement, une attention particulière va être apportée à la construction du lien entre le bébé et son ou ses parents déficients visuels. Donc on trouvait que c'était idéal comme nom. Donc nos missions, ça va être avant tout d'informer et de sensibiliser sur la parentalité des mères et des pères aveugles ou malvoyants pour changer les mentalités et les pratiques en faisant mieux connaître les spécificités du handicap visuel, le matériel adapté et les techniques de compensation sensorielle. On va également avoir une mission de veille, une veille concernant le matériel de puériculture, les médicaments pédiatriques, une veille concernant les informations, l'actualité en général, et concernant la législation pour, à l'avenir, pouvoir être une force de proposition également. Donc l'accompagnement auprès des parents, il se compose en plusieurs volets, des cours de puériculture adaptés, un accompagnement psychologique et social, un étayage des interactions parents-enfants et un lieu d'échange privilégié. Donc je vais vous détailler chacun de ces volets. Donc la puériculture adaptée, ça va se passer avec l'ergothérapeute et l'instructrice en locomotion psychomotricienne, donc Karine Madelrieux et Sandrine Guédon-Vigneron. Donc le but, c'est d'apprendre les gestes et les techniques compensatoires pour agir en sécurité et découvrir le matériel adapté pour vraiment se préparer en toute sérénité à l'accueil du bébé et avoir accès à des informations au format adapté. Donc ça peut être du braille, ça peut être de l'audio, du tactile, à nous toujours de créer les bonnes solutions. Donc la puériculture adaptée, ça va se dérouler sur tous les thèmes de puériculture, avec des mises en situation, avec des poupons réalistes lestés. Donc des poupons au poids et à la taille d'un bébé de 1 mois pour Célina qui est à droite et de 9 mois pour Henri qui est à gauche. On a même un 3e bébé, mais son visage faisait un peu peur, donc on est resté sur ces deux-là. Ben oui, ça arrive. Donc là, je vous donne quelques exemples sur des thèmes donnés, parce qu'on ne peut pas aborder tous les thèmes de puériculture aujourd'hui. Mais par exemple, pour l'allaitement ou la préparation des biberons, il va falloir découvrir le matériel
Et il va falloir aussi chercher les techniques de compensation sensorielle pour le dosage des biberons, par exemple. Parce que préparer un biberon avec une balance parlante, par exemple, si pour doser l'eau, ou alors avec une seringue graduée que l'on aura marquée à l'avance à 30 ml pour faire les doses d'eau. Et les doses de lait, bon, ça c'est plus facile d'avoir une cuillère mesure que l'on arrase, mais donc il y a quand même un petit peu d'entraînement au préalable pour préparer tout ça. Et si la maman a choisi d'allaiter et qu'elle souhaite tirer son lait, donc là je vous ai décomposé le tire-lait manuel. Il faut s'imaginer pouvoir le démonter, le remonter avec des lunettes de simulation ou un bandeau sur les yeux, et puis être capable de faire ça plusieurs fois sans risque, c'est pas facile. La puériculture adaptée, ça va être aussi un grand thème sur les déplacements, parce qu'une maman ou un papa déficient visuel ne peut pas utiliser une poussette ou un landau. Et donc, il va devoir se familiariser avec les techniques de portage et le matériel de portage. Il y a différents systèmes qui existent, différentes techniques pour mettre en place le bébé, l'enlever en toute sécurité. Il y a différents porte-bébés qui existent, donc on a plusieurs modèles. On est aussi en relation avec des associations de portage s'il le faut pour se faire prêter d'autres modèles. Et puis bien sûr, l'instructrice de locomotion va être là pour valider que tout se passe en sécurité pour les déplacements, que la technique de canne, si elle est présente, est bien en place et cohérente. Voilà. Donc, je vous ai mis d'autres exemples, des marquages divers. Donc ça, c'est plus notre quotidien dans la compensation sensorielle habituelle avec la déficience visuelle. Donc là, c'est sur un chauffe-biberon. Mais tout l'électroménager, le baby cook, le rangement des affaires de bébé dans l'armoire, les produits pour la toilette, voilà, tout va pouvoir être marqué dans l'environnement de la maman ou du papa. Et on va surtout avoir un grand thème autour des médicaments, parce qu'il va falloir pouvoir doser les médicaments de façon sûre. Donc on a toute une batterie de seringues pour doser, et on va pouvoir réaliser des marquages avec des entailles au pyrograveur dans les ailettes de la seringue, comme sur la photo de gauche. On va pouvoir marquer à différents poids la seringue de Doliprane, que tout le monde connaît bien. Et après, pour les médicaments qui sont moins bien conçus dans leur commercialisation, c'est à nous d'être assez créatifs pour fournir aux parents des petites seringues pour les petites doses. Le plus compliqué, ça va être la vitamine D qu'on donne en gouttes. Les gouttes pédiatriques, c'est un petit peu l'enfer, parce que pour faire des équivalences, il faut des toutes petites seringues, donc c'est un peu plus compliqué à gérer. Ça va être aussi l'accès à des informations au format adapté, parce que découvrir une échographie, déjà pour des voyants, on ne comprend pas toujours ce qui est dessus. Donc nous, on va être là pour ajouter du cerne-relief ou découper un profil de visage pour que les parents puissent découvrir et profiter des échographies. Ça va être aussi se familiariser avec l'ambiance sonore d'une salle de naissance. Alors rassurez-vous, on n'a pas d'enregistrement de cris, mais simplement des différents bruits qu'on peut y trouver, le tensiomètre, le fait que le personnel manipule les tiroirs en faisant des bruits pas très doux, hein. Ils sont dans l'action, ils ouvrent des tas de sachets médicaux d'objets stériles, donc ça fait des bruits particuliers. Et c'est important pour les parents déficients visuels de pouvoir se préparer à cette ambiance qui est quand même très chargée. Donc ça va être aussi, par exemple, avoir une planche pour expliquer des gestes de sécurité, savoir faire une pratique de Heimlich. Si on l'explique, soit on montre aux parents sur leur corps pour leur montrer vraiment comment on fait, mais ils peuvent conserver une planche avec eux qu'on leur donnera avec une illustration en relief, par exemple. Ça va être aussi, par exemple, expliquer à une maman ou un papa comment ça va se dérouler en monitoring avec une planche en relief. Donc le psychologue va pouvoir accompagner les sujets dans l'émergence de la relation parent-bébé et être attentif à son rythme et à son mode d'expression. Il va pouvoir également proposer un accompagnement thérapeutique centré sur l'étayage de cette relation nouvelle et autour du devenir parent, ce que ça peut générer de projections, de fantasmes,
de désir et tout ce qui est autour de la clinique de l'inter et du transgénérationnel. Il va pouvoir aussi venir soutenir la relation quand les liens affectifs mettent à mal le sujet et le renvoient à des défaillances. Donc là, on parle du handicap. Et il a souhaité aussi ajouter cette citation « Un bébé tout seul, ça n'existe pas » de Winnicott, car un bébé n'existe que par les relations qu'il a avec son entourage et avec son environnement. Donc le volet de l'action sociale, il va être important et pas évident, parce que le panel d'aide n'est pas adapté à la parentalité. C'est un problème qui n'a pas été abordé du tout. Donc si on a besoin de constituer des dossiers de prestations de compensation du handicap auprès de la MDPH, que ce soit pour de l'aide technique ou de l'aide humaine, on va être face à des délais de traitement qui sont très longs, trop longs. L'enfant va rentrer à la maternelle avant que nous ayons réponse, donc ça peut être compliqué. Et les critères d'attribution, surtout, n'intègrent pas la parentalité, puisque ça va simplement venir interroger l'autonomie du parent déficient visuel. Donc on va être obligé d'être dans la recherche d'aide extra-légale, et on peut même avoir recours, de façon qui peut vous paraître étonnante, à l'ASE pour obtenir l'intervention de TISF gratuite. C'est parfois la solution la plus simple, la plus courte à mettre en œuvre. On va également travailler sur la problématique du logement, parce que quand on devient parent, le logement est parfois plus tout à fait adapté en termes de sécurité, justement, et l'équipe va pouvoir faire des préconisations particulières sur ce thème-là. Donc un troisième volet de l'accompagnement, ça va être de soutenir des interactions parents-enfants de qualité. Et on va parler de la passation de l'échelle de Brazelton, qui permet une communication facilitée entre parents et enfants. Donc je vais vous expliquer tout ça. Il existe une version transcrite à l'usage des personnes déficientes visuelles qui a été mise au point au SAPPH par Edith Tway et Martine Vermillard. Donc l'échelle de Brazelton, c'est un test qui permet de mettre à jour toutes les compétences du bébé. Ça se pratique entre 0 et 2 mois. Des compétences émotionnelles et comportementales en réponse à différents stimulus. Et donc, ça va permettre aux parents de mieux décoder les signaux du bébé, ses compétences, et ça va surtout leur permettre d'apporter la réponse la plus sensible possible et en favorisant donc un meilleur accordage affectif entre le parent et l'enfant. La version du Brazelton transcrite à l'usage des personnes déficientes visuelles se passe avec 2 examinateurs, un qui examine le bébé, avec les parents qui sont présents évidemment, et un autre examinateur qui transcrit ce qui se passe sur le corps du papa ou de la maman. Donc c'est une formation que l'on va recevoir dans les prochaines semaines, donc peut-être qu'on y reviendra plus précisément. Voilà. Soutenir des interactions de qualité, ça va être aussi adapter les jeux, les jouets et tous les supports d'apprentissage. Donc là, on a mis en exemple une petite histoire du soir qui a été transcrite en braille, ce qu'on ne voit pas forcément sur la photo. Et un livre qui est un livre non adapté, mais qui existe dans le commerce, qui est un livre en relief qui permet aux voyants et aux non-voyants ou malvoyants de participer à la même lecture et de jouer ensemble avec ce livre. Ça va être aussi les supports d'apprentissage, tous les petits tableaux où on met la date, les imagiers, toutes ces choses-là, on va pouvoir les adapter. On va également, dans la même idée, pouvoir proposer des idées de stimulation sensorielle, parce que des parents malvoyants ou non-voyants ont parfois des habitudes de vie quant à l'éclairage ou la stimulation visuelle qui sont un petit peu oubliées. Parfois, on oublie d'allumer la lumière parce qu'on n'en a pas besoin et on oublie que ça peut être utile pour l'enfant. Donc, proposer des choses que les parents pourront venir voler et remettre à leur domicile en place, c'est intéressant. Et puis, le dernier volet, c'est d'essayer de faire de cette unité du lien un lieu d'échange privilégié, un centre ressource pour les parents,
Dans l'idéal, quand on aura accueilli plusieurs parents, on aimerait que certains parents se constituent parents témoins pour pouvoir aider ceux qui arrivent et leur apporter leur témoignage, qu'on puisse constituer des groupes de parole et constituer aussi une handipuéricultech pour avoir du matériel de puériculture à prêter. Parce que déjà, rien que sur le premier accompagnement, la question du budget alloué à certains achats est forcément en jeu. Quand on conseille un matériel particulier de portage parce que c'est le meilleur, que c'est le plus simple à utiliser, mais que c'est pas le moins cher, forcément on rentre dans des questions qui ne nous appartiennent plus. Donc notre accompagnement, il s'adresse aux parents, mais il va aussi s'adresser aux professionnels, en favorisant une action en réseau, en venant sensibiliser tous ces acteurs à la déficience visuelle, en veillant à ce que la place des parents soit bien respectée et en adaptant les supports qui sont nécessaires. Donc l'action en réseau, elle est nécessaire parce qu'on voit que, rien qu'en citant quelques acteurs, chacun peut rester dans sa bulle, mais les parents, ils ne sont pas spécialement aidés dans ces cas-là. Donc c'est vraiment important de se faire connaître et d'avoir un réseau qui est vivant. Donc en participant comme ça à la communication et aux événements dans différents endroits. Donc on s'est déjà fait connaître petit à petit et puis on va essayer de constituer ce réseau et de le rendre actif. Informer et sensibiliser tous les acteurs parce que c'est vrai que tout ce que je vous ai exposé, ça me parle ici parce qu'on connaît la déficience visuelle. Mais pour certains acteurs, c'est étrange, nos adaptations et les techniques que l'on peut conseiller, elles peuvent même presque choquer dans certains endroits. Donc il faut faire attention, bien rencontrer tous les acteurs pour expliquer ce que c'est que la déficience visuelle, sensibiliser à la particularité des mères et des pères aveugles ou malvoyants. Expliquer ce que c'est que la compensation sensorielle, donc partager tout notre travail de préparation, expliquer la puériculture adaptée, présenter le matériel, les techniques compensatoires qui permettent d'évoluer en sécurité. Donc on va expliquer à tous les acteurs donc, notre travail de préparation avec la puériculture adaptée, présenter le matériel, les techniques compensatoires qui permettent d'évoluer en sécurité. Donc là je vous mets quelques photos en vrac, donc un thermomètre parlant et en gros caractère, une balance parlante. Ça, c'est du matériel qui nous parle, mais certains acteurs ne connaissent pas, et c'est vrai que ça peut rassurer les acteurs. Expliquer ce que c'est que le bilinguisme relationnel, parce que le bébé va développer avec son ou ses parents déficients visuels ce qu'on appelle un bilinguisme relationnel. C'est une notion qui a été décrite toujours par Edith Weil et sa collègue psychologue Drina Candilis-Huisman. C'est cette capacité qu'a le bébé à communiquer sur un mode avec les personnes voyantes et sur un autre mode avec son parent déficient visuel ou non-voyant. C'est quelque chose que l'on va retrouver avec d'autres handicaps. Avec le handicap moteur, l'enfant va développer un tonus particulier avec son parent en situation de handicap moteur et avec les autres, un autre mode de communication. Veiller à la place des parents. Ne pas oublier qui sont les parents, parce que c'est vrai que dans les différents acteurs, par exemple à la maternité, il y a des mamans qui sont complètement dépossédées de l'action, donc il faut vraiment veiller à ce qu'elles aient leur place, ne pas prendre leur place ni dans l'action ni dans la décision, ne pas oublier que l'enfant est avant tout l'enfant de ses parents, et favoriser l'empowerment des parents déficients visuels. La prise de pouvoir. Et ouais, mais c'est une question de... Comment dire? C'est très utilisé, ouais. L'accessibilité de l'information, c'est la mise à disposition pour les professionnels de planches anatomiques tactiles, de grilles de courbes de poids, taille en relief, par exemple pour les pédiatres, pour le carnet de santé, de traduction braille ou d'enregistrement audio si c'est nécessaire, et tout ça en s'appuyant sur le service de transcription du CRDV. Donc, je vais vous donner quelques exemples de planches anatomiques que l'on peut mettre à disposition des sages-femmes, par exemple. Voilà.
Donc, je vous explique pas tout. C'est juste des exemples. L'arrivée du bébé, comment ça va se passer la découpe du cordon avec les 2 clans. Le sein allaitant. Et donc, une grille pour le relevé de la taille du bébé. Voilà, en relief. Donc là, le pédiatre va pouvoir utiliser cette grille avec, par exemple, un stylo de Blanco, tout simplement en venant déposer un point. On peut utiliser du cerne-relief, on peut utiliser plusieurs choses qui laissent une trace. Mais le blanc, ça sèche très vite, donc c'est pratique. En conclusion, il y a une réelle importance de l'action en réseau pour ne pas laisser des personnes déficientes visuelles sans solution d'accompagnement. Et le lien se veut vraiment une force de proposition pour l'avenir. C'est pas pour rien qu'il est implanté au CRDV et donc c'est aussi pour sensibiliser les jeunes du CRDV qui seront les parents de demain.